Voilà, Rec- on va marcher. Et avec le share screen, pour que vous voyez tout ça. Voilà, normalement, vous voyez tout ça. Voilà, très bien. Donc, on va essayer de voir les écoles philosophiques aujourd'hui, brièvement. On va essayer de voir la stratégie des écoles philosophiques pour parler du non-soi, la vacuité. On va essayer de voir peut-être les différents niveaux de non-soi. Et pour essayer de cerner le problème, en fait. D'abord aujourd'hui et jeudi prochain, on va essayer de voir les raisonnements pour éliminer le problème. Ouais. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. OK. Donc ça, c'est le stupa, le Mahabodhi stupa que vous connaissez parce que c'est là où tout a commencé. Le Bouddha a enseigné dans la vallée du Gange après avoir montré l'éveil là-bas. Donc les écoles philosophiques, on dit Siddhanta en sanskrit ou Dupta en tibétain. Ça, c'est juste un petit détail. Et on va essayer de voir tout ça ensemble. OK. Donc vous connaissez déjà les noms des 4 écoles, ouais? OK. Qui sont? Oui. Voilà, exactement. On pourrait en effet faire comme ça. On pourrait dire Vaibhashika, Sautrantika, ensuite Chittamatra et Madhyamaka, la dernière, mais c'est vrai qu'elle est subdivisée en Svatantrika et Prasangika, c'est le top. Ouais, ok. Donc ici, vous voyez, il y a justement le véhicule de libération individuelle. Bon, souvent on dit Hinayana, mais Hinayana, c'est péjoratif. Ça veut dire petit véhicule. Vous voyez, on n'est pas censé être condescendant vis-à-vis du véhicule de libération individuelle. Donc c'est mieux de parler de véhicule fondamental, véhicule de libération individuelle. En sanskrit, c'est Pratimokshayana, ça veut dire littéralement véhicule de libération individuelle. Ou tradition pali, sa sainteté parle de la tradition pali. Ouais. Vous avez déjà vu la vidéo là-dessus ou pas celle que Ouais. Ok, d'accord. Bon. Quand ça commence à diversifier, j'ai dit. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. Alors, on va essayer de reprendre tout ça justement. Donc, la tradition pali, comme vous le savez, il y a 2 écoles. Ouais, les deux premières, ouais, c'est facile. Vaibhashika et Sautrantika. Ok, très bien. Et on a le grand véhicule ou qu'on appelle le Mahayana, ou qu'on appelle aussi la tradition sanskrite. Sa sainteté Dalai Lama parle de tradition sanskrite. Donc ça revient au même, tout simplement. Et qui a 2 écoles aussi, ouais, les 2 écoles principales. On a le Chittamatra, ça veut dire l'esprit seul, et on a le Madhyamaka, ça veut dire la voie du milieu, la voie médiane. Donc bien sûr que chaque école prétend être la voie médiane. Ouais. Donc on va voir que c'est en fait uniquement les Prasangika qui sont la vraie voie médiane. Ouais. Donc ça, normalement, les noms, vous les avez, vous les connaissez par cœur. Ouais. Ça va? Ouais. Alors, le Prasangika, on ne le voit pas encore, c'est une sous-école du Madhyamaka. Ouais. Donc, on la verra, ouais, on la verra après. On verra les subdivisions du Madhyamaka. Très bien. Donc, vous savez que le Bouddha a enseigné 3 cycles. Ouais. Très bien. Donc, le premier cycle, il parlait des 4 nobles vérités. Ouais. Les 4 nobles vérités, les 16 aspects, les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Ça, vous le savez. Ouais. OK. Et donc, les écoles Vaibhashika et Sautrantika, initialement, sont issues de ce premier véhicule, de ce premier cycle, pardon. Ouais. OK. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Les 2 premières écoles sont fondées principalement sur le premier cycle. Et pour ces tenants de ces 2 écoles, seul ce premier cycle est la parole du Bouddha. Ouais. Ça, vous le savez déjà. Ouais. Vous avez étudié tout ça. Ouais. OK. Wow. Alors, ça veut dire que le Bouddha a donné 3 tours de roue. Ouais. Donc, il a donné tout un ensemble, tout un corpus d'enseignements. Tout d'abord sur les 4 nobles vérités. Donc, c'était à Sarnath et dans la vallée du Gange, en général. Et ensuite, il a donné le 2e cycle, qui est la perfection de sagesse. Ouais. La perfection de sagesse. Et ensuite, le 3e cycle, qui s'appelle l'excellente discrimination. Parce que c'est là où le Bouddha a mentionné quel phénomène existait de manière véritable, quel phénomène n'existait pas de manière véritable. Il a fait la part des choses. Ouais. Donc, il a donné 3 grands cycles, en fait. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait le Bouddha épisode 1, le Bouddha épisode 2, le Bouddha épisode 3. Ouais, très bien. Et donc, ici, on a la tradition sanskrite, et en particulier le Madhyamaka, s'appuie essentiellement sur le second cycle. Ouais, donc, ce que vous étudiez avec le Lamrim, la fin du Lamrim, la perfection de sagesse, c'est justement issu du second cycle. Ouais.
Très bien. Donc, principalement, le second cycle, c'est-à-dire que le Madhyamaka s'appuie principalement sur les perfections de sagesse. Ouais. Très bien. Et ensuite, on a le Chittamatra qui s'appuie principalement sur le troisième cycle. Ouais. Des textes comme des discours du Bouddha, tels que le Samdhi Nirmochana Sutra, le sutra qui dévoile l'intention du Bouddha, dans lequel un bodhisattva en particulier, Paramartha Samudgata, demande au Bouddha. Il dit, dans le premier cycle, vous avez dit, tout existe de manière véritable. Et dans le deuxième cycle, vous avez dit, rien n'existe de manière véritable. Et donc, le bodhisattva a demandé au Bouddha, qu'est-ce qu'il en est? Donc, le Bouddha a dit, il y a des phénomènes qui existent de manière véritable et des phénomènes qui n'existent pas de manière véritable. C'est pourquoi il a fait cette excellente discrimination. Ouais. C'est ce troisième cycle qui s'appelle comme ça. Ça va? Comment tu l'appelles exactement, ce troisième cycle? De l'excellente discrimination. De l'excellente. Ouais. Ou de la parfaite discrimination. C'est là où le Bouddha a discriminé, a fait cette distinction. Quel phénomène existe de manière véritable? Quel phénomène n'existe pas de manière véritable? Très bien. Ouais, ça va? Ok, super. Ok, donc comme on l'a dit, pour les Vaibhashika et les Sutrantika, surtout avant Arya Nagarjuna, peut-être qu'après Arya Nagarjuna, certains se sont dit, il y a aussi les autres cycles de l'enseignement du Bouddha. Mais initialement, les Vaibhashika et les Sutrantika disaient, il n'y a que le premier cycle, les 4 nobles vérités qui sont la parole du Bouddha. Le reste, c'est inventé. C'est ça qu'ils disent. Oui, carrément. Très bien. Et donc, ce premier cycle, c'est les 4 nobles vérités en particulier, les 16 aspects, etc., etc. Ça, vous le savez, ouais? Ok, super. Ensuite, il y a la tradition Mahayana, ou la tradition sanskrite. Elle accepte les 3 cycles comme étant la parole du Bouddha. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de distinction. Le Bouddha a enseigné le premier cycle, le premier épisode, les 4 nobles vérités. Le Bouddha a enseigné les perfections de sagesse. Et le Bouddha a enseigné le 3e cycle qui s'appelle l'excellente discrimination. Donc les Mahayanistes acceptent tout. Sauf que les Mahayanistes vont faire quand même des distinctions. Et vont dire, OK, dans la parole du Bouddha, qu'est-ce qu'on doit prendre au sens définitif et qu'est-ce qu'on doit prendre au sens interprétable. Ouais. Donc c'est là où ils vont quand même faire des distinctions. Ils vont ranger les textes en fonction de ce qui est en accord avec la réalité ou pas. Ouais. OK. Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Ouais. OK. Et donc, bien sûr que le 3e cycle parle aussi de la nature de Bouddha. Ouais. Et donc, les tantras pourraient être inclus dans le 3e cycle, par exemple, parce qu'ils décrivent plus en détail la nature de Bouddha. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais? OK. Super, super. Très bien. Donc là, c'est pour faire un résumé. OK, on a le véhicule de libération individuelle avec ses 2 écoles principales. Le Mahayana avec ses 2 écoles principales. Ouais? OK. Ça va tout seul. Très bien. OK, donc on va dire, moi j'emploie souvent véhicule de libération individuelle. Je préfère plutôt que Hinayana, mais ce n'est pas très grave. Et donc, on va s'attaquer d'abord à ces 2 premières écoles. Comment est-ce qu'on distingue les écoles du véhicule fondamental et les écoles mahayanistes? C'est est-ce qu'elles acceptent uniquement le non-soi de la personne ou pas? C'est ce qui fait la distinction. Quand on parle des écoles du véhicule fondamental, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'elles n'acceptent que le non-soi de la personne. Ouais. Alors que les écoles mahayanistes acceptent non seulement le non-soi de la personne, mais aussi, oui, très bien, le non-soi des phénomènes. Excellent. On voit que vous avez du background, vous avez du bagage. C'est cool. Très, très bien. Ok, donc essayez de bien garder ça à l'esprit, parce qu'après, quand on étudie dans un basic programme les écoles philosophiques, c'est ça qui les distingue en fait, hein, entre les écoles du véhicule fondamental et les écoles mahayanistes. Est-ce qu'elles acceptent, oui ou non, le non-soi des phénomènes? Ok, très bien. Donc ça, c'est très important. Et donc le Mahayana, comme on l'a dit, les écoles mahayanistes acceptent le non-soi personnel et le non-soi des phénomènes. En termes de définition, oui. Le non-soi. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir qu'il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de non-soi. Il y a, par exemple, si on parle, on va en parler aujourd'hui justement. On va essayer de parler des différents degrés de non-soi. Comme ça, on aura une idée un petit peu plus précise de ce que ça veut dire. Et est-ce que le non-soi égale la vacuité ou pas?
C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Très bien. OK. OK, donc pour le Vaibhashika, pourquoi est-ce on les appelle Vaibhashika? Parce que ça vient du sanskrit, en fait. En sanskrit, à l'époque, en Inde, il y avait un grand traité qui s'appelait le Mahavibhasha Shastra. C'était un terme un peu compliqué. Ça veut dire le grand traité des particularités. Vibhasha, ça veut dire particularité. Et donc, ceux qui acceptaient ce traité comme étant la parole du Bouddha, on les a appelés les Vaibhashika, tout simplement. OK, très bien. Et ceux qui n'acceptaient pas ce traité comme étant la parole du Bouddha, ils ont dit il n'y a que les sutras qui sont la parole du Bouddha, on les a appelés Sautrantika, les détenteurs des sutras. Ouais, c'est pour ça qu'on fait cette distinction. Très bien. Ok, il y a eu plusieurs conciles après le départ du Bouddha, vous le savez, ouais. L'été qui a suivi le départ du Bouddha, il y a eu un premier concile, une réunion de tous les arhats, et il y a eu des grands maîtres, des grands arhats qui ont redonné la parole du Bouddha. Ouais. Il y a eu Mahakashyapa, Ananda et Upali. Et donc, chacun a redonné une des corbeilles, les trois corbeilles, ouais, le Vinaya, les Sutras, l'Abhidharma. Ouais. OK. Et il y a eu encore un autre concile 110 ans après le départ du Bouddha. Et ensuite, les dates ne sont pas très claires. Il y en a qui disent 160 ans, 137 ans. Donc, au troisième concile, c'est là où il y a eu des bagarres. C'est là où il y en a qui ont dit non, on n'a pas le même Vinaya, le même code éthique. Et donc, il y a eu 4 Vinayas qui se sont constitués, et 4 Abhidharma aussi. Et donc, c'est là où on a eu les 4 écoles majeures du Vaibhashika. Sarvastivada, Samatya, Mahasangika et Staviravada. Donc ça, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas les noms, ce n'est pas grave du tout. C'est juste pour que vous sachiez qu'actuellement, en Asie du Sud-Est, on a le Theravada. Ouais, ouais, le Theravada. Et ben, c'est une résurgence du Staviravada. Staviravada, c'est en sanskrit et Theravada, c'est en pali. Ouais. En pali, c'est Theravada. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que si on demande à des Theravada, est-ce que vous êtes Vaibhashika? On dit on ne connaît même pas le mot Vaibhashika. donc, tout ça, c'est une reconstruction tibétaine, indo-tibétaine, a posteriori. Mais ceux qui appartiennent à ces écoles-là ne reconnaissent pas nécessairement toutes ces cases très artificielles qu'on est en train de faire là, mais très utiles aussi. C'est un GPS. Le GPS est très artificiel, ce n'est pas le paysage en tant que tel, mais il est quand même très utile. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est une reconstruction des écoles philosophiques. Très bien. Donc, on ne peut pas vraiment dire que les Theravadins soient Vaibhashika. OK. Donc, avant de passer au Sautrantika, la stratégie des Vaibhashika, c'est quoi? La stratégie des Vaibhashika, est-ce que vous avez une idée des deux vérités selon les Vaibhashika? Est-ce que ça vous parle? Moi, personnellement, ça ne rentre pas. Oui, d'accord. Qui a une idée C'est vraiment qu'il y a des particules qui créent un objet, par exemple. Oui. Si c'est un grand mot, c'est ce que je retiens. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que les Vaibhashika, ils ont une vision un peu scientifique des choses et ils cherchent un petit peu les constituants minimalistes de la matière, de la conscience, etc. Donc, ils cherchent vraiment les Legos, les briques constitutives de l'univers. C'est ça qu'ils cherchent en fait. Donc, ils vont dire que quand on analyse, par exemple, si on prend cette table et on va l'analyser, on va dire, mais de quoi est-elle vraiment faite? Et donc, ils vont trouver des atomes indivisibles. Ils vont trouver des atomes indivisibles. Ça veut dire qu'un atome résiste à une analyse ultime. Ultime, ça veut dire que ça va au-delà de la simple convention. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, on cherche, on zoome, on microscope, et qu'est-ce qu'on trouve? Des particules. Ouais. Ces particules, elles résistent à l'analyse. C'est-à-dire qu'elles ont une existence réelle, véritable, une existence substantielle. C'est ça que ça veut dire. On ne peut plus les diviser. Et donc, pour eux, c'est ça une vérité ultime. Parce que ça résiste à l'analyse. Ouais. Donc, c'est les constituants de la matière, mais aussi les constituants de la conscience. Si on scinde un continuum de conscience dans ces instants constitutifs, ils vont chercher et ils vont trouver des instants infinitésimaux. Ça aussi, c'est une vérité ultime pour eux. Ouais. Et aussi les phénomènes incomposés, comme l'espace. C'est-à-dire qu'on peut scinder l'espace, encore, on trouve encore de l'espace. Ouais. Donc, ça résiste à l'analyse, c'est une vérité ultime. Ouais. Donc, les vérités ultimes chez eux, il y en a 3. Les particules indivisibles,
les instants infinitésimaux, ouais, et les phénomènes incomposés. Ça va? Ça va pas trop vite? Non, ça, ouais, ça va trop vite. Ok. Donc, les particules indivisibles qui résistent à l'analyse, les instants temporels aussi indivisibles, parce qu'ils résistent à l'analyse, au bout d'un moment, on ne peut plus les diviser. Selon eux, hein, bien sûr, hein, selon eux. Et la conscience rentre dans les instants. Exactement, parce que la conscience, c'est un phénomène temporel. Ouais. Et les phénomènes incomposés, les phénomènes permanents. Donc ça, c'est la troisième catégorie, les vérités ultimes. Donc la stratégie des Vaibhashika, c'est ça en fait, c'est qu'ils veulent découvrir le non-soi de la personne. Donc ils vont chercher dans la personne. Et qu'est-ce qu'on a dans la personne? C'est quoi les agrégats? Les 5 agrégats, vous les connaissez, ouais? C'est quoi les agrégats? Des formes, Oui, des sensations, des perceptions, oui, des facteurs obligés. oui. Très bien, exactement, bravo. Donc forme, sensation, identification ou perception parfois, on les appelle comme ça, ou discrimination aussi. Donc identification, donc forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience. Et donc ils vont chercher tout ça. Et donc les formes, par exemple, les formes, c'est les agrégats physiques en fait, hein. Donc ils vont scinder le corps jusqu'à trouver des particules indivisibles. Après, ils vont scinder les sensations jusqu'à trouver des moments indivisibles. Et les identifications et les consciences, etc. Et donc, ils ne trouvent que des particules et que des instants infinitésimaux. Et donc, ils vont dire quoi? Mais la personne n'a pas d'existence réelle, parce que c'est le composite de trucs qui existent véritablement. Donc, la stratégie des Vaibhashika, c'est de découvrir le non-soi comme ça, en se disant, mais il n'y a rien de moins impersonnel que, enfin, non, il n'y a rien de plus impersonnel, pardon, il n'y a rien de plus impersonnel qu'une particule indivisible et un instant de conscience infinitésimale. Comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est une personne au moment de conscience infinitésimale? Comment est-ce qu'une particule peut être une personne? Et donc, c'est comme ça qu'ils déconstruisent le soi de la personne. Ils la cherchent dans ses constituants les plus basiques. Et ils ne la trouvent pas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la personne a une existence conventionnelle, c'est une vérité relative. C'est comme ça qu'ils arrivent à déconstruire le soi de la personne. Ouais. Très bien. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de faire quand on étudie les écoles. On essaie d'avoir le regard d'un Vaibhashika. On essaie de... Mais en soi, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, d'une certaine manière. Parce que si on va chercher après Shantideva ou Avyanagarjuna par rapport aux particules indivisibles et les instants infinitésimaux, on va voir que ça, on ne peut pas les trouver non plus. On ne peut pas les trouver. C'est-à-dire que quelque chose reste encore divisible, et encore divisible, et encore divisible. Donc, ils n'ont pas tort sur le fait que la personne est en effet une vérité relative. C'est-à-dire que c'est encore une analyse grossière, très utile, mais ça reste grossier. Ouais. Très bien. Ok, donc ça, c'est la stratégie Vaibhashika, c'est la stratégie de l'Abhidharma. Très bien. Et on a les Sotrantika. Les Sotrantika, ils sont très utiles aussi. Les Sotrantika. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y avait des sous-écoles de Sotrantika? Non? Ok. Très bien. Donc, il y a deux subdivisions. Il y a deux subdivisions. Les Sotrantika qui suivent les Écritures et les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Donc, c'est les deux subdivisions. Donc, les Sotrantika qui suivent les Écritures, c'est presque un pléonasme, parce que les sutras, c'est déjà les Écritures. Donc, c'est comme un pléonasme, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour faire la distinction entre écriture et raisonnement. Eux, leur vision est assez proche des Vaibhashika. C'est pour ça que souvent, dans les commentaires tibétains de ces textes-là, ou de cette école-là, ils zappent assez facilement. Parce qu'ils disent, bah, on a déjà beaucoup expliqué sur les Vaibhashika, on ne va pas réexpliquer au Sotrantika. Pour le Sotrantika qui suit les Écritures, il y a juste des modifications par rapport aux particules, les particules élémentaires. C'est juste ça qui fait surtout la différence. Et ce qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les Tibétains, c'est le Sotrantika qui suit le raisonnement. Ça, c'est le plus important. Quand vous avez dans les monastères tibétains les jeunes moines, quand ils étudient la philosophie, ils commencent avec le Sotrantika qui suit le raisonnement. Parce que c'est vraiment la base de la philosophie bouddhiste. C'est vraiment la base. OK. Et donc, il s'appuie sur le traité de Acharya Dharmakirti. Ouais, vous connaissez le Pramanavartika, le commentaire au compendium de cognition valide. C'est sur l'épistémologie, sur la logique, etc.
Dharmakirti, Acharya Dharmakirti. Je ne sais pas si j'ai son nom quelque part ici, je vais l'avoir. D-H-A-R-M-A-K-I-R-T-I. Dharmakirti. Ouais. Je l'ai sur d'autres diapos, mais je ne l'ai pas ici. OK. Donc, il a eu 7 traités sur l'épistémologie et la logique. Mais le plus important, c'est le Pramanavartika. Et donc, dans le Pramanavartika, il parle d'une école qui n'est pas le Sotrantika qui suit les Écritures, qui n'est pas le Chittamatra. Et donc, il est en train de parler d'un maillon entre les deux. Un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'est le Sotrantika qui suit le raisonnement. Voilà. Et donc, chez Acharya Dharmakirti, il y a 2 univers fondamentaux, la conception et la perception. La conception et la perception. Ça va être la base de la philosophie bouddhiste, dans son ensemble, même chez les Prasangikas. OK. La conception et la perception. Donc, ce qui va nous aider ensuite pour les raisonnements Prasangikas, c'est ce qu'on va comprendre déjà chez les Sotrantika. Ouais. Par exemple, est-ce que votre perception visuelle, votre conscience visuelle est capable de distinguer la table et sa couleur? Salut Santana. On a déjà commencé. C'est pas grave. Donc, on a déjà vu les Vaibhashika, c'est enregistré. On est en train de faire une vidéo. Enfin, il n'y a que moi qui est en vidéo. Donc, vous pourrez la regarder après. Ouais. Très bien. Donc, on était en train de se poser la question, la distinction entre la conception et la perception. Ouais. Est-ce que votre conscience visuelle distingue la table et sa couleur? Oui. La table a une couleur, mais on ne voit pas la couleur toute seule et la table toute seule. Exactement. On ne voit pas la couleur toute seule et la table toute seule. Nos yeux ne séparent pas les deux. Non, mais tu peux avoir un contre-argument, tu as le droit. Tu peux. Je peux avoir le droit. Tu as le droit à un contre-argument si tu dis que. Okay. Donc, en effet, la conscience visuelle ne distingue pas la table de sa couleur. Vous êtes d'accord? Ouais, ça veut dire que la table et sa couleur apparaissent à la perception visuelle et n'apparaissent pas distinctement, n'apparaissent pas séparément. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement? Ça veut dire que la table et sa couleur sont une même nature, une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Une même entité. Une même entité, pour 2 phénomènes qui sont une même entité, ils ne sont pas distingués par la perception directe. Par exemple, vous mettez le doigt dans l'eau chaude. Est-ce que votre conscience tactile distingue la chaleur de l'eau? Non plus. Donc, l'eau et la chaleur de l'eau. Est-ce que c'est ta conscience tactile qui va faire la différence? Non. C'est la conscience visuelle, oui. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que si on met le doigt dans l'eau chaude, la conscience tactile ne distingue pas la chaleur de l'eau. Ouais. Donc, ça veut dire que la chaleur et l'eau sont une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Très bien. Donc, ça, gardez-le bien à l'esprit parce qu'après, pour le prasangika, quand on va dire la forme et sa vacuité sont une même entité, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Être une même entité, ça veut dire qu'ils ne sont pas distingués par la perception directe. Ouais. Ça va trop vite? Non? Ok, super. Très bien. Par contre, qu'est-ce qui fait la distinction? Est-ce que c'est la perception visuelle ou la conception? C'est la conception qui fait la distinction entre la table et sa couleur. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont distinctes, elles sont différentes. Mais elles ne sont pas différentes entités. Elles sont une même entité. Ça, c'est très important pour comprendre les 2 vérités, comment les 2 vérités pour le prasangika s'articulent l'une avec l'autre. Ouais? Ah? Ok. Très bien. Donc, chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement, ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre la suite. OK. Et donc, ça va être pareil pour la personne et les agrégats. La personne et ses agrégats, est-ce qu'ils sont une même entité ou des entités différentes? Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Ça, on en a déjà fait beaucoup de débats là-dessus, non? Alors, par exemple, est-ce qu'on peut trouver les agrégats de Dominique dans le temple et Dominique à l'extérieur du temple? Non, pas possible. Voilà, Dominique se trouve là où se trouvent ses agrégats.
faire un piège. Oui, c'est C'est ça. pas évident. C'est pas évident. Des fois, mes questions sont trop évidentes. En fait, c'est très simple. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que où se trouvent les agrégats de Dominique se trouve Dominique. Ouais. C'est-à-dire que pour la perception, on ne peut pas les distinguer. Et donc, si pour la perception, on ne peut pas les distinguer, Dominique et ses agrégats sont une même entité. Ouais. C'est pareil avec la table et sa couleur. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a la capacité de faire la distinction? La perception ou la conception? À la perception, C'est la conception la conception. qui fait la différence entre Dominique et ses agrégats. La Puisque réflexion. pour la voilà, Ouais, c'est ta mais réflexion. Quand tu vois, il n'y a pas de réflexion. Oui, mais quand tu vois les agrégats de Dominique, est-ce que tu vois Dominique séparément de ses agrégats? Est-ce que tu les vois distincts visuellement? Non. Non. Donc, ça veut dire qu'ils sont une même entité. C'est-à-dire que c'est du côté de l'objet, ils sont une même entité. Ouais. Mais pour la conception, on est capable de dire il y a Dominique et ses agrégats. On est capable de Oui, distinguer les deux. Ah, Ouais. d'accord, Exactement. il faut que tu suivant, on va dire, c'est pas mal. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce qu'après, quand on va méditer sur le non-soi par rapport à l'absence d'unité, de diversité ou l'absence de un et de différent, c'est parce qu'on aura compris déjà ce que veulent dire les Sautrantika qui suivent le raisonnement par rapport à ça. Très bien. Donc, on va reprendre ça. On va reprendre ça. Est-ce que la table et sa couleur sont une ou différentes? Différent. Elles sont différentes. Ouais. Parce qu'une table n'est pas une couleur. Une couleur n'est pas une table. Ouais. Donc, elles sont différentes. Très bien. Non seulement elles sont différentes, mais on pourrait même dire qu'elles sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit les deux. Pourquoi tu disais qu'on ne peut pas les distinguer? Alors, on ne peut pas les distinguer par la perception. Faut que tu fasses la perception. Ouais. Oui, perception, conception. Ouais. Pour la conception, on peut dire il y a la table, il y a sa couleur, il y a sa forme, sa densité, sa production, son existence, sa vacuité. On peut, du point de vue de la conception, on peut affirmer beaucoup de choses. On peut distinguer plein de phénomènes. Ouais. Ouais, mais c'est plus simple, par exemple, avec une table vernie qu'une table peinte. Parce qu'une table vernie, tu peux voir les nœuds du bois, tu vois qu'il y a le gros du bois Ouais. et le vernis dessus. Ouais. Donc la peinture, des fois, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment. Ouais. On voit vraiment les nerfs du bois, tu vois pas Oui. du bois. Mais par rapport au fait que même si tu ne vois pas les nerfs du bois, les nervures du bois, Ouais. tu sais quand même que c'est une table. Oui, Très bien. Après, on n'est pas, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître tout de la table pour savoir que c'est une table. On n'est pas obligé de connaître son matériau, qui l'a fabriqué, de quelle usine elle vient, combien de molécules elle a. On sait quand même que c'est une table. Ouais. C'est une généralité de sens stable, ça veut dire. Alors ça, on va en parler. Ça, on va en parler, mais on ne va pas l'inclure maintenant. Mais en effet, si on parle de la conception, on parle de généralité de sens. Si on parle de la conception, on parle nécessairement de généralité de sens. Ouais, la généralité de sens, c'est le concept, d'un certain point de vue. Ouais. Ça, c'est assez simple. Très bien. On ne va pas insister beaucoup là-dessus. On va juste essayer de dire, est-ce que c'est distinct du point de vue de la perception ou est-ce que c'est distinct du point de vue de la conception? Ouais. Très bien. Par exemple, est-ce que Samten et Arnaud sont différents? Ou est-ce qu'ils sont un? Ils sont un. Ils sont un. Donc, on a ils sont un. Qui veut rentrer dans le club dit ils sont un. Qui veut rentrer dans l'autre club, ils sont différents. Qui choisit son club? C'est plus le même, quoi. C'est le même. Non, ce n'est plus Ah, ce n'est plus le même. Ah, donc ils sont différents. Ah, on a deux clubs. C'est le même, mais tout en étant différent. Alors, same, but different, comme disent les Indiens. Qui ne savait pas que Samten s'appelait Arnaud avant, ben, ne peut pas déduire que Arnaud et Samten sont la même personne. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir conceptuellement. Ouais. Donc, si par exemple, je vous demande de pointer du doigt vers Arnaud, vous allez pointer du doigt vers qui? Vers Samten. Et si je vous demande de pointer du doigt vers Samten, vous allez pointer du doigt vers qui? Vers Arnaud. Ouais. Donc, ça veut dire que du point de vue de la perception, il n'y a pas de distinction. Ouais. C'est-à-dire que Samten et Arnaud sont une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Comme la table et sa couleur. Mais pour la conception, ils sont différents. Et donc, si pour la conception, c'est différent,
c'est la condition minimale et suffisante pour que ce soit différent. Ouais. C'est-à-dire que si on dit quoi? Si on dit, oui, si on dit Arnaud et Santen, c'est différent, mais ça renvoie au même objet. C'est-à-dire que c'est équivalent, ils sont équivalents, Arnaud et Santen. D'une certaine manière, c'est-à-dire que ça renvoie vers le même objet, vers la même personne. Si on dit table, et comment on dit en Tisch en allemand? Der Tisch, ouais. Si on dit der Tisch ou la table, c'est deux trucs différents quand même, parce qu'il y en a un, c'est prononcé en allemand. C'est le mot allemand. L'autre, c'est en français, ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même différent pour la conception. Mais si je vous demande de pointer du doigt vers Tisch, vous allez pointer du doigt vers la table. Donc, ça veut dire que du point de vue de l'objet, c'est une même entité. Ouais? Ça joue? Ok, c'est une même entité, mais du point de vue de la conception, c'est différent. Ok, donc comment est-ce que ça nous amène au prasangika? Ça nous amène au prasangika, c'est que ici, les Sautrantika considèrent que tout ce qui existe, existe de manière inhérente, existe de manière véritable, etc. etc. Et donc, les prasangika arrivent, Arya Nagarjuna arrive, et donc il leur dit, si vous acceptez l'existence inhérente, vous êtes obligé de conclure que si deux phénomènes sont une même entité, ça revient à dire qu'ils seraient un. Si la personne et ses agrégats sont une même entité, mais existent de manière véritable, et que cette même entité existe de manière véritable, de manière inhérente, ils sont obligés, les Sautrantika, d'arriver à la conclusion, ces deux phénomènes sont un seul et même phénomène, sont un. Ils ne sont pas simplement une même entité, ils sont un. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la personne peut être ses agrégats? La personne n'est pas son corps, la personne n'est pas son esprit. Oui, dans le cas où je trouve ça comme inhérent. Exactement. Ça veut dire qu'il est muable et qu'il serait là pour toujours, oui. Par soi. Exactement. Et de manière indivisible. Exactement. Parce que les prasangika acceptent que la personne soit une entité avec ses agrégats. Les prasangika, ils l'acceptent. Conventionnellement, ça joue. Parce que pour eux, il n'y a pas d'existence véritable. Et donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le second point, c'est de dire que si la personne et les agrégats sont différents, ce que les prasangika acceptent, mais si on cherche une personne inhérente, un soi inhérent, un soi intrinsèque, etc., des agrégats intrinsèques, etc., qui auraient une différence intrinsèque, eh ben, ce seraient deux entités différentes, comme une table et une chaise. C'est la conclusion que les prasangika adressent aux Sautrantika. Ils leur disent, vous dites que la personne et ses agrégats sont différents. OK. Mais vous dites que la différence existe de manière inhérente, que la personne existe de manière inhérente, les agrégats existent de manière inhérente. Donc, c'est plus qu'une simple différence conceptuelle, c'est une différence d'entité. Comme si la personne et ses agrégats étaient séparés. Constituer des différents éléments qui sont séparés les uns des autres. Exactement. Parce que c'est ce à quoi nous amène l'adhésion à une existence inhérente. Et donc, ça ne peut pas jouer pour les prasangika. Pour eux, ça joue pour les autres antikas. Parce que pour eux, c'est toujours jouable, ça joue toujours. Mais si on prend leur point de vue et qu'on l'adresse jusqu'à ses conséquences à l'absurde, on verra qu'en effet, ils sont obligés d'accepter soit que la personne est une avec ses agrégats, donc qu'une personne serait la même chose que 5 agrégats, soit que la personne et les agrégats seraient séparés, exactement comme une table et une chaise sont séparés. Et aucun des deux n'est possible. Donc si aucun des deux n'est possible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de soi inhérent. Il n'y a pas d'agrégat inhérent. Il n'y a pas d'identité inhérente, pas de distinction inhérente, etc. Rien n'existe de manière inhérente. Ouais. Quand on t'écoute comme ça, enfin, moi, ça me dit, j'ai assisté une Nagarjuna, il a dû être pris pour un révolutionnaire. Oui. Totalement, parce que c'est vraiment très, très fort. Ça explose. C'est dévastateur. Et c'est vrai que pour eux, ils considèrent Arya Nagarjuna comme nihiliste, parce que dans le 24e chapitre du traité du milieu, il prend leurs arguments et eux lui disent, si vous acceptez la vacuité d'existence inhérente, alors vous ne pouvez plus accepter les 4 nobles vérités, les 3 joyaux, etc. etc. Et Arya Nagarjuna répond dans le chapitre 24, il leur dit, si vous refusez la vacuité, vous ne pouvez pas accepter les 4 nobles vérités, les 3 joyaux, etc. Parce que tout a une existence figée, intrinsèque, inhérente, indépendante. Que rien ne fonctionne. C'est magnifique. Donc c'est pour ça que c'est très utile de comprendre le Sautrantika qui suit le raisonnement pour comprendre comment est-ce qu'on fait une distinction du point de vue de la perception ou du point de vue de la conception et comment est-ce qu'on organise l'univers autour de ça. Ouais.
Très bien. Donc ça, c'est les écoles Vaibhashika et Sutrantika qui n'acceptent que le non-soi de la personne. Ça veut dire que une table, pour eux, une table n'est pas un non-soi des phénomènes. Une table est un non-soi de la personne. Ok. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que pour les écoles Vaibhashika et Sutrantika, comme on l'a dit, ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Vous êtes d'accord? Pourtant, une table n'est pas une personne. Une table n'est pas une personne. Pourtant, une table est un non-soi personnel. Comment est-ce que c'est possible? Ce qu'ils vont dire, c'est qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel. On va voir ce que ça veut dire après. Mais ils disent qu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel. Et donc, il n'y a pas d'objet d'usage d'un moi autosuffisant et substantiel. Il n'y a pas d'objet possédé par un moi autosuffisant et substantiel. Donc, la table est un non-soi. Est un non-soi de la personne. C'est ça qu'ils vont dire. Même si la table n'est pas une personne, tout ce qui nous environne, tout ce qui existe est nécessairement un non-soi de la personne pour eux. Ouais, Donc, il place le soi vraiment au centre de tous les mouvements. exactement. Tout à fait. On va dire que comme la personne, c'est ce qui expérimente tout l'univers, tout l'environnement, etc., et ben, c'est en fonction du non-soi de la personne qu'on va décrire l'univers, etc. C'est-à-dire que n'importe quel phénomène, que ce soit une personne ou non, est nécessairement un non-soi de la personne. À cause de ça. Ouais, ça joue? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais ça va nous aider à comprendre les swatantrika madhyamika. Les swatantrika madhyamika, ils vont avoir un point de vue assez similaire par rapport à ça. Est-ce que c'est, j'ai entendu dire, l'esprit seul? Est-ce que c'est ça? Alors, ça va venir juste après. L'esprit seul, c'est Chittamatra. Voilà. Voilà. Le Chittamatra. Ok, donc ça, c'est l'un des noms sanskrits. Ça veut dire esprit seul, justement. Chitta, esprit, matra, ça veut dire seul. Il y a Yogachara aussi, c'est-à-dire les pratiquants du yoga. Comment leur perception de la réalité est en fonction de quand on réalise le yoga de la vacuité, etc. Qu'est-ce qui nous apparaît vraiment? Comment est-ce que l'univers nous apparaît selon cette perspective d'un yogi? C'est pour ça qu'on les appelle Yogachara. Vijnana Vada aussi, ceux qui prônent la conscience. Vijnana, c'est la conscience. Vada, ça veut dire qui prône le système, etc. Et Vijnapti Matra, c'est pareil. Vijnapti, ça veut dire la conscience, et Matra, seulement. La conscience seulement. Donc, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ok. On va déjà voir déjà des sous-catégories. Il y a les Chittamatras qui suivent les Écritures. À la suite, d'Arya Asanga en particulier. Vous avez entendu son nom pendant les cours. Arya Maitreya, Arya Asanga, etc. Donc, il a écrit beaucoup de choses. Et donc, c'est à la suite des Écritures d'Asanga qu'on a les Chittamatras qui suivent les Écritures. Et les Chittamatras qui suivent la logique, c'est un peu comme pour les Sutrantika, c'est ceux qui suivent Acharya Dharmakirti, celui qui a composé les traités sur la logique, l'épistémologie, etc. Et donc, c'est surtout à sa suite à lui que les Chittamatras qui suivent la logique prônent des vues semblables à ce qu'il a mentionné lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux sous-écoles. Donc, c'est les deux sous-écoles majeures. Ensuite, quand on étudie dans un basic programme les écoles de l'Amaditsumpa, lui, il dit que les Chittamatras se divisent en deux, tenant de l'aspect vrai et tenant de l'aspect faux. Mais il y a des débats chez les Gelupa, il y a des grands maîtres comme Shankar Dorje qui disent ce n'est pas des sous-écoles, c'est juste que chez les Chittamatras qui suivent les Écritures, il peut y avoir des tenants de l'aspect vrai ou des tenants de l'aspect faux. Ou chez les tenants des Chittamatras qui suivent le raisonnement, il peut y avoir des tenants de l'aspect vrai ou des tenants de l'aspect faux. Donc ça, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça qui va nous occuper aujourd'hui. C'est le Chittamatra. Ok, le Chittamatra. C'est quoi leur stratégie à eux? Leur stratégie à eux. Ok. Ils prennent le point de vue des Sutrantika. Ils s'appuient sur les Sutrantika. Ils vont dire les Sutrantika disent que les particules constitutives de la matière, c'est des particules indivisibles. Donc ça veut dire qu'en termes de dimension, c'est égal à 0. En termes de dimension, on ne peut pas les diviser. Ouais, d'accord. Très bien. Donc vous prenez une particule égale à 0
Vous l'ajoutez à une particule égale à 0. Vous l'ajoutez à une autre particule égale à 0. Qu'est-ce que ça donne? 0. Ça donne 0. C'est pour ça que les Chitamatrins disent, mais il n'y a pas d'objet matériel à l'extérieur. Il n'y a pas d'objet matériel à l'extérieur. Parce que... C'est nous qui créons l'objet, là. Exactement. Ils vont prendre l'exemple du rêve. Imaginons qu'on soit en train de rêver là. On est en train de rêver. Bon, il y a mieux comme rêve que d'assister à une classe de philo. Mais c'est déjà auspicieux d'être dans un temple et tout. Imaginons qu'on rêve, on est dans un temple. C'est très auspicieux. Qu'est-ce qui se passe en rêve? Votre conscience qui rêve de la table du temple. Là, imaginons, on est en train de dormir. Hein, on est dans le sommet paradoxal et donc il y a un rêve qui arrive. Ce rêve, il vient comment? On a des graines dans la conscience, ouais. On a des graines dans la conscience et ces graines germent, tout simplement. Et donc, c'est des potentialités qu'on a dans la conscience. Elles germent et quand on rêve en réalité, quand on rêve de cette table, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la conscience qui rêve de la table et l'apparence de la table qui est rêvée. Ouais. Ces deux apparaissent en même temps, d'une même graine. Et donc, comment est-ce que la table pourrait être la cause de la conscience? Parce qu'elle existe en même temps que la conscience. Donc, c'est comme, et là, on est en train de rêver. Parce que ce matin, Krishna, il nous disait qu'on ne pouvait pas avoir de cause et d'effet en même temps. Exactement. Et là, on est en train d'apprendre. Alors, Ça surgit en même temps. alors, en fait, ils vont dire que la cause, c'est la graine, et l'effet de la graine, il est double. La conscience qui appréhende la table qui est appréhendée par la conscience. Donc, la table et la conscience ne se causent pas mutuellement. Elles apparaissent en même temps. Ouais. C'est-à-dire que la table, pour les Chitamatrins, n'est pas la cause de la conscience. Pour les autres écoles, si. Prasangika, Sautrantika, etc. Pour les autres écoles, la table est la cause de notre perception de la table. C'est-à-dire que si la table n'était pas là, comment est-ce qu'on pourrait l'apercevoir? Donc, il faut que la table existe pour pouvoir l'apercevoir. Ouais. Donc, c'est l'une des conditions de notre perception visuelle. Si c'est une condition ou une cause, pour les autres écoles, elle doit exister avant la conscience. Pour le Chittamatra, non. Pour le Chittamatra, la graine fait germer une conscience qui est en train d'appréhender une table, la table qui est appréhendée par la conscience, les deux apparaissent en même temps. Et comme elles apparaissent en même temps, elles ne peuvent pas se causer. Se causer mutuellement. L'une ne peut pas être la cause de l'autre. Pour eux, la table n'est pas la cause de la perception de la table. C'est la graine. C'est pour ça qu'ils disent que tout est esprit. Tout est de la nature de l'esprit. Ils ne disent pas que la table, c'est de la conscience. Ils disent que c'est de la forme quand même, mais cette forme n'existe pas à l'extérieur de la conscience. C'est ça qu'ils disent, comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Si on rêve d'une table pendant notre rêve, il n'y a pas cette table à l'extérieur de notre rêve. C'est bien ce qu'on dit pour le samsara, on dit que tout est illusion. Alors, on dira, ça dépend. Il y en a qui vont dire que tout est comme une illusion. Comme une illusion. Ça, c'est surtout chez les Prasangika, ils vont dire ça. Ils vont dire tout est comme une illusion ou comme un rêve. Ils vont prendre l'exemple du rêve ou de l'illusion du magicien, etc., comme un exemple. Mais c'est un exemple. Ça veut dire que ce n'est pas exactement la même chose que ce que veut dire l'exemple. Comme quand on dit comme une bulle, Oui. une flamme vacillante, comme quelque chose qui n'est pas tangible, qu'on croit réel, mais qui n'est pas réel. Exactement. Ça joue. Quand on dit qu'on croit réel, mais qui n'est pas réel, dans ce cas-là, ça joue. Mais par contre, si on dit que c'est une illusion, ce qui apparaît dans l'illusion est totalement inexistant. Si je crée dans ma conscience, moi je m'entame d'une table. Oui. Est-ce que la même degré de réalité d'une table qui est devant moi? Pour les Chittamatrins, ils vont dire que c'est assez similaire, mais la table qui est devant nous, elle sera née de graines stables. Alors que quand on pense à la table, c'est très instable. C'est-à-dire qu'on va penser à la table, puis après on va penser à autre chose, etc. Donc les Chittamatrins sont capables de faire la distinction entre une table qui est comme dans un rêve. Ils ne disent pas qu'on est vraiment en train de rêver. Hein. Ils prennent l'exemple du rêve. Ils disent que le samsara tout entier est issu de graines stables, suffisamment stables pour que ça dure des ères cosmiques entières. Et donc la table aussi, elle est née de graines suffisamment stables. Par contre, quand on pense, quand on rêve, etc., c'est des graines instables. Encore plus instables. Exactement. Donc ils sont quand même capables de faire la distinction entre les deux. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Non, mais au contraire, on est là pour ça. Mais,
D'où vient la graine? D'où viennent les graines? Alors, il y a des graines de type similaire. Ça veut dire que si on aperçut une table aujourd'hui, une fois qu'on ne l'aperçoit plus, cette apparence, elle se résorbe sous forme de graine, une graine de type similaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et demain, on va revenir dans le temple et on reverra à nouveau une table similaire à ce qu'on a vu hier. Donc, ça veut dire que ça vient du passé, du passé, du passé, du passé. Et c'est erroné. Pour les Chittamatrins, la perception de la table est erronée. Pourquoi? Parce que la table donne l'impression d'exister à l'extérieur de la conscience, mais n'existe pas à l'extérieur de la conscience. Donc, c'est erroné. Il y a quelque chose de distordu dans cette perception. Exactement comme dans le rêve. Dans le rêve, on est persuadé qu'on peut poser une tasse sur cette table, etc. On est persuadé qu'on est en face d'une table, qu'on est dans un temple, etc. Mais ça n'existe pas à l'extérieur de notre conscience dans le rêve. Et pour les Chittamatrins, c'est pareil. Donc, mais la table continue de donner l'apparence d'exister à l'extérieur de la conscience. Là, on a l'impression qu'elle est là, devant nous. Qui reconnaît sa fonctionnalité de la table. Exactement. Elle est impermanente, c'est une nature dépendante. Et donc, pour eux, ils l'acceptent. Ils acceptent que ce soit impermanent, que ce soit une forme, mais cette forme n'existe pas en dehors de la conscience. Elle est d'une même nature que la conscience, d'une même entité. C'est pour ça que même entité, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que du point de vue de la perception, on ne peut pas faire la distinction entre la conscience et la table. Quelqu'un qui serait clairvoyant, qui percevrait l'esprit de Dominique en train de percevoir la table, eh bien, il percevrait l'esprit de Dominique et la table comme étant une même entité. On pourrait dire que la table est dans Dominique. Pas tout à fait, parce qu'il n'y a même pas de... enfin, elle est dans l'esprit de Dominique. Est-ce qu'on peut parler d'intérieur et d'extérieur de la conscience? On peut. On peut. La conscience est une surface non orientable qui a l'extérieur et l'intérieur se confondent comme la deux bonus. Oui, d'une certaine manière. Mais malgré tout, ils sont capables de faire une distinction. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le Chittamatra, c'est une vue solipsiste. C'est-à-dire chez les philosophes occidentaux, le solipsisme, ça veut dire que, par exemple, je serais seul dans l'univers et je suis en train de vous inventer. Vous n'existez pas en réalité, je suis en train de vous rêver, en fait. Un peu comme dans Matrix, sauf qu'il n'y aurait qu'un seul personnage dans Matrix. Et c'est ça le solipsisme. Et le Chittamatra n'est pas solipsiste. C'est pour ça que Acharya Dharmakirti a composé un traité qui s'appelle « Prouver le continuum des autres êtres ». Le continuum des autres êtres. Parce que s'il n'y avait pas d'autres êtres, pourquoi est-ce qu'on voudrait obtenir l'éveil? Ça ne servait à rien. Il faudrait juste obtenir le nirvana et ça suffirait. On serait libéré de la souffrance. Et si on dit on veut obtenir l'éveil parce qu'on est Chittamatra, on est mahayaniste, on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, il faut que les autres êtres existent. C'est pour ça que l'Acharya Dharmakirti a dit qu'il y a des continuums, des autres êtres à l'extérieur de nous. Mais leur forme à ces autres êtres, par exemple votre forme, n'est à l'extérieur de personne. Elle est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, etc. C'est intersubjectif. Donc c'est intéressant. C'est chiadé. C'est chiadé. C'est très difficile à réfuter. Très difficile à réfuter. Ok. Ça va? Ça va? Ouais? Ok. Ouais? Bon, très bien. Et donc, à chaque fois, on est obligé, enfin, on est invité à prendre le regard d'une école. Pendant une semaine, pendant un mois, etc., d'avoir le regard d'une école et d'essayer de percevoir les choses comme un Chittamatrin. Et de se dire, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui me grille la priorité, etc., et je suis en train de me faire des hallucinations sur cette personne, ça n'appartient qu'à moi, ce sont mes projections à moi. Parce que c'est le regard Chittamatrin. Cette personne, l'apparence de cette personne, sa voiture, etc., n'existe pas à l'extérieur de ma conscience. Donc, tout dépend de ma perception karmique des choses. Oui, mais c'est ce qu'on se dit déjà en ce moment. Hein? C'est ce qu'on se dit déjà en ce moment. Oui. On dit que notre réaction nous appartient et que... Oui. Ouais. Avec le Chittamatrin, ce sera encore plus validé. Ouais. Ce sera encore plus validé parce qu'ils vont dire qu'il n'y a rien à l'extérieur de notre perception des choses, en fait, parce que tout est une même entité avec la conscience. Et ça peut amener à la sentiment de puissance. Et puis, ça peut donner un sentiment de responsabilité, se dire que si je ne veux pas rêver au cours de ma prochaine vie des enfers, si je veux rêver de l'existence humaine avec un contact avec le Dharma, etc., avec une précieuse existence humaine, à ce moment-là, je dois générer des graines similaires à ça. Donc, je dois avoir des graines vertueuses, etc., etc. Donc, ça va prendre une grande responsabilité.
Très bien, donc ça c'est super. Ça c'est la stratégie du Chittamatra pour essayer de se dessaisir par rapport au soi des phénomènes. Pour le soi de la personne, ça va être encore le même. Ça va être l'absence de personnes autosuffisantes et substantielles. Ça, on va le voir juste après. On va voir ce que ça veut dire chez eux. Donc ils disent quoi? Ils disent que le soi, la saisie d'un soi de la personne, c'est quelque chose de plus grossier. La saisie d'un soi des phénomènes, c'est quelque chose de plus subtil, ouais. C'est-à-dire que ce serait considéré que la table existerait à l'extérieur de la conscience, etc. Donc c'est plus subtil, c'est plus chiadé. Et donc ils disent quoi? Vu qu'il y a une saisie d'un soi de la personne qui est plus grossière, la saisie d'un soi des phénomènes qui est plus subtile, eh ben, la saisie d'un soi des phénomènes, c'est ce qui empêche le nirvana. La saisie d'un soi des phénomènes, c'est ce qui empêche l'éveil, puisque c'est plus subtil. Ouais. Ça vous parle? Donc ils disent que la saisie d'un soi de la personne, c'est autosuffisant et substantiel. Ça, on va le voir après, on va voir ce que ça veut dire. Et donc c'est assez grossier quand même comme saisie d'un soi. Mais la saisie d'un soi des phénomènes, c'est plus subtil. Ça veut dire que c'est considéré que la table existerait à l'extérieur de la conscience, etc., etc. Donc c'est plus subtil, la saisie du soi des phénomènes. Donc saisie du soi de la personne, plus grossier, saisie du soi des phénomènes, plus subtil. Comme le premier est plus grossier, il empêche seulement le nirvana. Alors que celui qui est plus subtil empêche l'éveil omniscient. Ouais, très bien. Donc ça, c'est très important à garder à l'esprit. Parce qu'après, quand on étudie l'Abhisamadhamkara, etc., les différentes réalisations, etc., c'est à peu près un point similaire au Chittamatra. C'est Yogacara Swatantrika, mais c'est similaire à ça. C'est-à-dire que la saisie du soi des personnes, pour la plupart des écoles d'ailleurs, hein, autres que Prasangika, la saisie du soi des personnes, c'est ce qui empêche le nirvana. La saisie du soi des phénomènes, pour ceux qui l'acceptent, les mahayanistes qui l'acceptent, c'est ce qui empêche l'éveil. Ouais. Les Prasangika vont dire c'est le même niveau de subtilité pour les deux. Soit des personnes, soit des phénomènes. Les deux sont des voiles afflictifs avant tout. Sont ce qui empêche le nirvana. La saisie d'un soi des personnes, la saisie d'un soi des phénomènes. Pour les Prasangika, c'est beaucoup plus subtil et donc ça empêche de toute façon, c'est au même niveau et ça empêche de toute façon le nirvana et ça empêche aussi l'éveil, les empreintes de cette ignorance. On en reparlera, ouais. Si on a du temps. Ouais, c'est cool. Ok. Donc les Chittamatrins, ok, on a vu à peu près de quoi ça parlait. Et ensuite, il y a le Madhyamaka. Ok. Donc le Madhyamaka est mahayaniste. Donc il accepte les deux types de soi. De non-soi, pardon. D'accord? Ok. Très bien. Madhyamaka. On dit aussi ni swabhava vada. Ça veut dire ceux qui prônent l'absence de nature propre. C'est un autre terme, c'est pas très grave. Ok, donc souvent on mélange les deux dans les textes allègrement. Madhyamika, Madhyamaka. Madhyamika, c'est l'adjectif, Madhyamaka, c'est le substantif, c'est l'école elle-même. Donc ça, c'est pas très grave, c'est juste pour vous le dire. Ok, il y a deux subdivisions majeures à l'issue des commentaires du traité Racine de la voie médiane. Donc ce traité Racine, il est largement cité par la Matsongkhapa, ouais, dans ce chapitre-là sur la sagesse. Parce que Arya Nagarjuna a été prophétisé plusieurs fois par le Bouddha comme allant expliquer l'enseignement du Bouddha sur sa vision ultime des choses. Ouais. Et donc, il a composé le traité Racine de la voie médiane, le Madhyamaka Shastra. Donc, c'est lui, Arya Nagarjuna, au second siècle de notre ère. Ok. Donc, il a aussi composé les traités tantriques, etc., etc. Très bien. Le traité de Arya Nagarjuna a été commenté plusieurs fois parce qu'il est extrêmement synthétique. C'est vraiment des strophes très denses et très difficiles à comprendre. Et donc, Acharya Buddhapalita a commenté le traité de Arya Nagarjuna en prenant le même point de vue que lui, en employant des conséquences à l'absurde. Ça, c'est très important, la conséquence à l'absurde. Ensuite, Acharya Bhavaviveka a fait aussi son commentaire. Et il a donné tort à Acharya Buddhapalita. Il a dit on ne devrait pas utiliser que des conséquences à l'absurde, on devrait employer des syllogismes autonomes. Des syllogismes autonomes. Et donc, syllogisme autonome, c'est swatantra prayoga en sanskrit. Donc, swatantra, ça veut dire autonomie. Swatantrika, ça veut dire autonomiste. Voilà, ça va donner cette école-là. Ouais? Ça vous parle? Super. Excellent. Et les conséquentialistes, ceux qui emploient la conséquence prasanga, l'adjectif, ça a donné prasangika, les conséquentialistes, ceux qui emploient la conséquence à l'absurde. Et donc, à partir de Acharya Chandrakirti, qui lui-même a composé son commentaire
du traité du milieu en donnant raison à Buddhapalita, en disant Arya Nagarjuna emploie des conséquences à l'absurde. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il emploie des conséquences à l'absurde? Ça veut dire. Alors, pour ne rien affirmer selon ce que son antagoniste est en train d'affirmer, c'est ça qu'on va voir. C'est que, par exemple, vous avez par exemple des non-bouddhistes à l'époque qui disaient que le son était permanent. Ils acceptaient que le son était une caractéristique de l'espace, que c'était permanent, etc. Et donc, Arya Nagarjuna, au lieu de dire « il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit », ça c'est un syllogisme. Le son est impermanent car il est produit. C'est un syllogisme parce qu'il y a 3 parties, etc. Ce qu'a fait Arya Nagarjuna a dit « si vous dites que le son est permanent, alors la conséquence, c'est qu'il n'est pas produit. » C'est une conséquence à l'absurde. Il prend la thèse de son antagoniste et la retourne contre elle-même. Ouais. De ce point de vue-là, il n'est pas obligé d'accepter la thèse de l'autre. Il dit, si vous dites que le son est permanent, alors forcément, il n'est pas produit. Qui va accepter ça? On sait très bien qu'en grattant des cordes, en tapant sur les mains, on sait que c'est produit. Donc, on peut s'en rendre compte. Donc, son antagoniste va dire, OK, il y a quelque chose qui cloche dans mon point de vue. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que Nagarjuna prend surtout la conséquence? Parce que s'il disait, lui, il est prasangika, enfin, a posteriori, de son temps à lui, il ne disait pas « je suis prasangika », il disait « je suis madhyamika ». Mais il a le point de vue supérieur. Donc, s'il avait dit « ok, le sujet, le son, est impermanent car il est produit », pour lui, ça joue. Parce qu'il y a un son conventionnel, l'impermanence conventionnelle, la production qui est conventionnelle. Sauf que pour son antagoniste, il va accepter un son inhérent, l'impermanence inhérente, la production inhérente. Et ce n'est pas ce que Nagarjuna est en train de dire. Lui ne l'accepte pas, ça. Donc, pour éviter d'avoir à accepter un son inhérent, une impermanence inhérente et une production inhérente en discutant avec des gens qui acceptent l'existence inhérente, il prend simplement leur point de vue et le retourne contre lui-même. Ouais, c'est habile. C'est magnifique. Ok. Très bien. Donc, pour reprendre le Madhyamaka, donc c'est la voie médiane par excellence. Elle est subdivisée en Prasangika Madhyamaka, ouais, les conséquentialistes de la voie médiane. De l'autre côté, il y a le Swatantrika. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent les syllogismes autonomes. C'est-à-dire que le son, l'impermanence, la production du son, tout ça, ça a une existence autonome. Les relations logiques entre les membres du syllogisme ont une existence autonome, etc., etc. Donc, on les appelle les autonomistes, les Swatantrika Madhyamaka. Les Swatantrika, à leur tour, sont divisés en 2. Sotrantika, Swatantrika, et Yogacara Swatantrika. Pourquoi? Parce que conventionnellement, pour les phénomènes conventionnels, les vérités conventionnelles, les Sotrantika acceptent plus facilement ce que disent les Sotrantika du véhicule fondamental. Ils vont dire que les phénomènes ont une existence extérieure à la conscience, etc., etc. Ouais. Ouais. Chez les Sotrantika, c'était comme ça, vous vous souvenez? La table existe à l'extérieur de la conscience, ouais, elle est faite de particules, etc., etc. Et donc, les Sotrantika, Swatantrika vont accepter des points de vue similaires à eux. Alors que les Yogacara, Swatantrika, vont accepter des points de vue similaires au Chittamatra. Ils vont dire que conventionnellement, les phénomènes n'existent pas à l'extérieur de la conscience. Ouais? Ça va trop vite? Ok. Parce que les Yogacara, en fait, c'était des... Oui. Bon. Alors, je me demandais si c'était des gens qui pratiquaient plus que les autres ou parce que c'est intellectuel, ça, et ça, c'était pratique. Non, en fait, ils ont ce point de vue-là, Yogacara, Swatantrika, parce qu'ils disent que du point de vue du yogi, la table, elle n'existe pas à l'extérieur de la conscience. C'est l'impression qu'on a, en fait, quand on essaie de méditer sur le non-soi, etc. La table donne l'impression de ne pas exister à l'extérieur. Et donc, c'est ça qu'ils disent, c'est pour ça qu'on les appelle Yogacara, Swatantrika, parce qu'ils ont des points de vue similaires au Yogacara, donc au Chittamatra. C'est ça qu'il faut garder. C'est que Chittamatra égale Yogacara, ouais. Et donc, ça veut dire que les Yogacara Swatantrika, pour les aspects conventionnels, acceptent des choses similaires au Chittamatra, tout simplement. Pas sur tout, hein, mais sur des points principaux. Et les Sotrantika Swatantrika, pour les phénomènes conventionnels, acceptent surtout des points de vue similaires aux Sotrantika, tout simplement. Donc là, vous avez l'ordre en sanskrit, parce que dans les traductions, souvent en français, ils mettent
les adjectifs à l'envers, mais ça, c'est en sanskrit, c'est-à-dire que les adjectifs qui qualifient les termes arrivent avant. Donc, c'est jamais Madhyamaka Prasangika, c'est Prasangika Madhyamaka. C'est juste un détail. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des monastères qui étudient ces différences et se positionnent de manière différente comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment une scolastique ancienne qui n'a plus de raison d'être à l'heure actuelle, sauf intellectuellement? Alors, on étudie encore ces écoles-là à travers les traités, à travers les grands textes qu'on étudie dans les monastères. Par exemple, surtout le Prasangika, c'est le Madhyamakavatara ou le chapitre sur la sagesse du Lamrim que vous étudiez. Et le Yogacara Swatantrika, c'est quand on étudie l'Abhisamaya Lamkara. L'Abhisamaya Lamkara qui décrit les étapes de progression vers l'éveil, etc. Les commentaires sont surtout du point de vue Yogacara Swatantrika. Donc, on étudie cette école en filigrane à travers le texte. Ouais. Mais tous les monastères tibétains, toutes les écoles tibétaines prônent être Prasangika. Ouais, mais en dehors du Gelugpa. Nous, on est dans la tradition Gelugpa et on prône être Prasangika aussi. Les Nyingmapa prônent être Prasangika. Les Kagyupa, Jonang, ils clament être Prasangika parce que c'est la vue subtile, la plus subtile. Mais eux, ils vont accepter surtout le Maha Madhyamaka, la grande voie médiane. C'est-à-dire que c'est un mélange entre le Yogacara, Swatantrika, et le Prasangika. Et chez les Nyingmapa aussi, parce qu'ils suivent surtout l'abbé Shantarachita, Acharya Kamalashila, etc., qui étaient Yogacara. Et donc, par exemple, si on lit même des traités Kagyupa, par exemple, le traité des 5 sagesses et des 8 consciences, du 8e Karmapa, je crois, il parle des 8 consciences. Et les 8 consciences, c'est que chez les Yogacara, ça n'existe pas chez les Prasangika. Et pourtant, c'est un traité qui est censé être selon la vue Prasangika. Vous disais que chez Jean-Paul, l'autre fois, ils sont tous très hauts, et puis s'ils rentrent encore plus haut, ils devraient suivre, on est ça. Oui. Ils font que des hauts tantras, ils font que des trucs très élevés. Oui. Personne qui va dire que tu fais inférieur. Ah oui, non, tout à fait. Tout le monde prône être Prasangika. Après, qui interprète le Prasangika comme étant ceci ou cela? Là, ça pose toute la question. C'est là où la Matsongkhapa est, franchement, si on regarde vraiment les citations qu'il donne, il a vraiment lu Arianagarjuna, Chamakirti, etc. Vous voyez dans le Lamrim Chenmo, les citations, il y en a partout. Et là, on voit qu'il cite vraiment ses grands maîtres. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, après, entre les écoles tibétaines, bon, il y a des débats intéressants. Il y a par exemple le Two Truths Debate, qui est vraiment intéressant, où on compare la Matsongkhapa et Gorompa, en particulier chez les Kagyupa. Mais Gorompa a été suivi aussi par de nombreux Nyingmapa, de nombreux Sakyapa, etc. Donc, on veut dire que la Matsongkhapa était vraiment spéciale par rapport à ses vues sur le Prasangika. C'est tout ce qu'on pourrait dire. Mais après, on ne peut pas dire que ce soit lui qui ait la vue ultime. C'est à chacun d'entre nous de faire ses propres investigations. Ok, est-ce qu'on a le temps de parler un peu du non-soi ou pas? Ok. Oui. Ouais. On va essayer de parler du non-soi. Pas nécessaire. Ok. Oui, on va. Je dois l'avoir quelque part là-dedans. Ok. Différents types de non-soi, ça doit s'appeler comme ça. Oui. Oui. Exactement. Exactement. Donc, Sasanté dit en effet que il y a beaucoup de choses qu'on peut accepter du point de vue de Acharya Kamalashila, puisque il était Madhyamika de toute façon. Il était Yogacara Swatantrika, mais il était Madhyamika, donc on peut tout à fait accepter. Après, il y aura des choses qu'on pourra en effet vérifier par rapport à est-ce que en effet les phénomènes existent à l'extérieur ou pas conventionnellement. On pourra toujours débattre là-dessus, ouais, en effet. Ok, différents types de soi. Très bien, donc là vous voyez des silhouettes, c'est-à-dire que vous voyez des êtres humains, vous voyez des animaux. Conventionnellement, ce sont des soi. Ouais. Soi, personne, individu, quoi d'autre? Être sensible, je, etc. C'est équivalent, ouais, conventionnellement. Ok, donc il y a des soi qui sont philosophiquement acquis.
On voit d'ailleurs que l'ampoule n'est pas allumée, c'est un peu distordu. C'est les conceptions fausses du soi. Donc ça, je m'appuie surtout sur Bouddhiste Philosophie, qui est un commentaire du traité Racine sur les écoles philosophiques de Jirmyan Shepa. Vraiment très très bon texte. Ok, je crois que c'est dans l'introduction où les traducteurs parlent de ça. Donc il y a déjà personne permanente, indivisible et autonome. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que quand le Bouddha est arrivé, il était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une culture indienne qui ne parlait que de l'Atman, le soi de la personne, l'Atman. Et quand le Bouddha est arrivé, il a parlé de l'anatman, l'absence de soi de la personne. Donc c'était extrêmement révolutionnaire. En fait, les Jains parlaient de l'atman. En fait, tous les non-bouddhistes acceptaient l'atman, d'une manière ou d'une autre. Non, du tout. En fait, ils vont accepter le nirvana. Ils vont accepter le nirvana, mais on va avoir une vision très différente du nirvana. Ils vont penser que c'est une ombrelle retournée, un parapluie retourné dans lequel on reste coincé, on ne retombe plus dans le samsara. C'est une vision un peu, imagée. Et donc, pourquoi les non-bouddhistes parlaient d'une personne permanente? Parce que la plupart acceptaient le karma et les renaissances. Ouais. Donc, imaginez, cette table, c'est des aires cosmiques entières qui se passent. Vous avez au début de la table quelqu'un qui accumule un karma. Vous avez là, ici, vers la fin de la table, quelqu'un qui éprouve le fruit karmique. Il y a des aires cosmiques entières qui se sont passées. Si la personne, pour eux, était impermanente, le karma se perdrait. Donc, il faut que la personne soit permanente. Il faut qu'elle traverse le temps pour être la personne qui accumule le karma et la même personne qui éprouve les fruits karmiques. Exactement, ça paraît logique. Donc, c'est pour ça qu'eux l'acceptaient. Et le Bouddha est arrivé et dit, il n'y a pas de personne permanente. Très bien. Donc, une personne permanente, indivisible et autonome, ça veut dire quoi? Permanente, ça veut dire qu'il n'est pas de cause et de condition. Indivisible, ça veut dire sans partie. Et autonome, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent que c'est autonome par rapport à des causes et des conditions, et d'autres disent que c'est autonome par rapport aux agrégats. Donc, ça, c'est pas très grave. On va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est les traducteurs de Bouddhiste Philosophie qui parlent, qui disent que c'est la conception selon laquelle il y a un soi non causé, donc permanent, et n'agissant pas en tant que cause, qui est sans partie, indivisible, et qui est indépendant de l'esprit et du corps. C'est ça que veut dire autonome chez eux. C'est la formulation classique des Upanishads sur l'Atman, l'âme individuelle qui est en vérité identique à l'infini, le Brahman. Donc ça, c'est une vision spécifique d'une hindouiste, oui, exactement. Ils disent, cela ne correspond pas exactement au concept de l'âme dans toute autre religion, bien que dans la plupart des religions, il y ait au moins une âme qui survive à la mort et qui est par conséquent indépendante de l'esprit et du corps de cette existence. Donc pourquoi est-ce que c'est philosophiquement acquis? Pourquoi est-ce que c'est philosophiquement acquis? Parce que les agrégats sont impermanents. Les agrégats sont multiples. Et les agrégats sont dépendants. Et donc, si on accepte une personne qui n'aurait pas les caractéristiques des agrégats, ça veut dire que la personne serait séparée des agrégats. Exactement comme l'âme chez certains, dans le New Age ou dans certaines religions, etc. Là, vous avez l'âme de la personne, le soi de la personne, qui est quelque part dans l'espace, et les agrégats de la personne qui sont séparés. Et ça, c'est philosophiquement acquis. Pourquoi? Chez les prasangikas, c'est philosophiquement acquis. Parce que personne ne considère que sa personne serait à l'extérieur des agrégats. Personne de manière innée. Ouais, ça veut dire qu'il faut mettre le nez dans des bouquins de philosophie, le nez dans des bouquins de théologie, etc., pour imaginer que la personne serait séparée des agrégats. En réalité, de manière innée, on ne se considère pas comme séparé des agrégats. Ouais. Donc c'est pour ça que chez les prasangikas, c'est purement acquis. Ensuite, il y a des types de soi qui sont innés et acquis. Ok, une personne autosuffisante et substantielle, vous en avez déjà entendu parler? Personne autosuffisante et substantielle. Je ne sais pas si on va avoir le temps de beaucoup en parler, mais ce qu'il faut essayer de voir, je vais essayer de passer, voilà. C'est la conception d'un soi qui n'est pas seulement permanent et unitaire, et qui serait le chef de l'esprit et du corps. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Ouais, parce qu'on est censé méditer sur le soi et le non-soi de la personne d'une manière progressive. Ouais, on est censé commencer par méditer sur notre propre personne comme étant dénuée de soi autosuffisant et substantiel. Mais qui comprend vraiment ce que ça veut dire? Si on dit je vais méditer sur le non-soi grossier des prasangikas, de la personne, si on ne comprend pas ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on va méditer là-dessus? Donc il faut vraiment savoir, par exemple, si là, moi je ne connais pas votre groupe,
Par exemple, vous connaissez votre groupe. Vous pouvez me dire, vous savez qui manque, qui n'est pas dans la pièce. Moi, je ne connais pas votre groupe, donc je ne sais pas qui manque. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître la personne qui n'est pas là pour dire qu'elle n'est pas là. Voilà, c'est pareil, il faut connaître quel type de soi on saisit pour dire il n'y a pas ce type de soi. Ouais, c'est la même chose. OK, très bien. Donc, cette conception prévaut dans notre langage ordinaire concernant le soi. Ne dit-on pas mon corps ou mon esprit, comme si le je était le possesseur ou le maître de l'esprit et du corps qui serait comme ses possessions ou ses sujets. C'est-à-dire que cette conception-là, on a l'impression que les agrégats dépendent plus de la personne que la personne dépendrait des agrégats. Comme le pilote dans l'avion et les passagers dans l'avion. Le pilote dans l'avion dépend un peu moins des passagers que les passagers dépendent du pilote. Ouais. Alors là, c'est un peu le même principe. Donc, si eux, ils sautent en parachute, lui, il peut continuer à voler. Ouais. Par contre, si lui, il saute en parachute, eux, ça va être compliqué pour eux. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'on a l'impression que nos agrégats dépendent un peu plus de nous que nous dépendons des agrégats. Ouais, comme si on était le boss des agrégats. Donc, ça, c'est ça qui veut dire autosuffisant d'une certaine manière. Et substantiel. Substantiel, c'est très important. C'est ce qu'on apprend dans le Sautrantika. C'est-à-dire comment est-ce que l'objet est perçu. Il y a plusieurs sens de substantiel. Il y en a des tonnes en philosophie bouddhiste. Mais ça, c'est vraiment les principaux. Ça, c'est vraiment les principaux. Comment l'objet est perçu? OK. Donc, vous avez la distinction entre existant substantiel et existant imputé. C'est juste l'opposition entre ces deux phénomènes. Existant substantiel, existant imputé. Existant substantiel, selon ce contexte-là, c'est-à-dire apparaît sans dépendre d'autre chose. Ouais, apparaît une perception directe sans dépendre d'autre chose. Existant imputé, ça veut dire apparaît en dépendance d'autre chose. Ça, c'est très important pour comprendre le soi autosuffisant et substantiel de la personne. Par exemple. Je pensais qu'on disait imputé quand on disait c'est l'esprit qui fait aussi. Alors, il y a plusieurs sens. Comme il y a plusieurs sens de substantiel, il y a plusieurs sens d'imputé aussi. Ouais. Ouais. Non, c'est pas grave. Non, c'est assez complexe, mais c'est vraiment intéressant parce que si on comprend ça, on comprendra ce que veut dire les Prasangika quand ils disent qu'un phénomène est simplement imputé. Ouais. C'est comme ça qu'on arrivera à le comprendre. Mais si on comprend déjà ce que veulent dire les Sautrantika. OK. Donc, par exemple, vous regardez une montre. Est-ce que la montre, elle dépend d'autre chose pour vous apparaître? Non, elle vous apparaît tout simplement. Ouais. Par contre, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est impermanent. Donc, c'est censé être perçu par nos consciences directes. Comment est-ce qu'on perçoit le temps? En dépendance de la montre. Et donc, le temps, en dépendance de la montre. Ou en dépendance de l'ombre qui change dans les feuilles, etc., par exemple. Donc, ça veut dire que, oui. Le temps est un phénomène composé non associé. Donc, c'est impermanent, il n'est ni forme ni conscience. Ouais. Le temps, c'est un peu comme l'impermanence. Ouais, l'impermanence. L'impermanence, c'est impermanent, mais ce n'est pas de la forme et ce n'est pas de la conscience. Donc, c'est un facteur composé non associé. Ouais. Et comme ce n'est pas de la forme, justement, comment est-ce qu'on fait pour le percevoir avec nos yeux? En dépendance d'autre chose. Non. Il y a une théorie oui. La création récurrente de l'Inna, oui. lequel, on parle de sur le langage de la théologie, oui. À l'instant initial, Dieu crée le monde. Oui. Vous avez grand éloge de générosité. Le mot est tellement bourré de défauts et de discussion, et à l'instant T plus 1, c'est fonctionnel. D'accord. À l'instant T plus 2, Dieu le reconstitue dans la grande d'amour, et ainsi de suite. D'accord. Et ce que dit même, c'est que le scénario qui résulte de ceci est un flux de similitudes qu'on appelle le temps. Ouais. Et il y a le mouvement et sa mesure. Ouais. On pourrait dire ça chez les mécanistes de la philosophie bouddhiste, comme les Sautrantika. Ils vont dire ça. Ils vont dire, par exemple, que cette table, elle nous apparaît depuis tout à l'heure, depuis 1 heure et des bananes. Ouais. Et donc, cette table, pourtant, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a eu la table de l'instant 1, puis la table de l'instant 2. La table de l'instant 2 va disparaître pour laisser place à l'instant 3, puis à l'instant 4, etc. C'est-à-dire qu'elle aura été en continuel changement. Et donc, c'est de ça qu'il parle quand il parle de l'impermanence ou du temps. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est le changement continu. Le changement continu. Et ce changement continu,
il a besoin justement d'une table pour qu'on le perçoive. C'est-à-dire que si on voit une rupture dans le continuum, on va se dire, tiens, ça a changé. Par exemple, on va voir que quelqu'un aura mis un coup de pied dedans ou elle aura été brûlée par un bâton d'encens, etc. Donc, on va voir, bah, tiens, elle a vieilli, cette table. Mais au moment, en l'instant T, au moment où on est en train de la percevoir maintenant, est-ce qu'on a l'impression qu'elle vieillit? Est-ce qu'on n'a pas aussi ce scénario dans la saisie du moi? Et le moi, à l'instant T, vous êtes marrant. On se raisonne, on se dit non, ce moi n'existe pas. L'instant d'après, comme disait Massonnier, hop, le moi est venu. Oui. Là, c'est un peu pareil. Il y a le moi qui existe conventionnellement, hein. Comme on a dit tout à l'heure, je, moi, personne, individu, etc., ou être. Conventionnellement, ça existe. Ouais. Donc, quand on réfute le moi, le soi, etc., c'est un soi soit autosuffisant et substantiel, soit inhérent. Donc, ça veut dire qu'on réfute quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais, c'est ça qu'on essaie de réfuter. Mais le je, conventionnellement, existe en effet. Et il est impermanent. Donc, nous changeons d'instant en instant. Mais nous n'avons pas l'impression de changer d'instant en instant. Nous avons l'impression d'être statique. C'est pour ça que les non-bouddhistes disaient le soi est permanent aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de changer? On n'a pas l'impression de changer. Donc, le temps, c'est pareil. Le temps, on ne le perçoit pas, comment dire, ce n'est pas de la forme. Donc, on a besoin de percevoir autre chose que le temps pour percevoir le temps. Donc, le temps n'est pas un existant substantiel, est un existant imputé. C'est ça que ça veut dire. Pour la personne, c'est pareil. Le corps, il n'y a pas besoin de percevoir autre chose. On perçoit le visage, on perçoit la voix, etc. Il n'y a pas besoin de percevoir autre chose pour percevoir le corps. On perçoit le corps tout simplement. Donc, c'est un existant substantiel, le corps. Mais la personne, c'est un composé non associé aussi. La personne, c'est impermanent, mais ce n'est pas son corps, ce n'est pas son esprit. Donc, c'est un impermanent qui doit de toute façon être perceptible à l'œil nu, mais en dépendance du corps. C'est pourquoi la personne est un existant imputé, ce n'est pas un existant substantiel. C'est pourquoi c'est une erreur de dire que la personne aurait un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Si vous avez compris ça, vous avez compris énormément de choses. Tu peux rajouter alors que tu dis. Ok. Donc, en fait, existant substantiel selon ce contexte-là, hein, parce que selon d'autres contextes, ça peut être impermanent, permanent, etc. Mais là, dans ce contexte-là, un existant substantiel, c'est comme le corps de la personne. Il ne dépend de rien d'autre pour apparaître à la conscience. Oui. Donc, bien sûr, on pourrait dire ça dépend de la lumière, ça dépend d'une conscience, d'une faculté visuelle, mais ça, c'est pas ce qui entre en compte. Est-ce que le phénomène en question se manifeste directement ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en effet, le corps de la personne, voilà, ça apparaît directement. Ouais. En tout cas, une partie, la peau, le visage, etc. Mais la personne, c'est quoi? La personne, c'est impermanent. Elle change d'instant en instant. Mais la personne n'est pas son corps. La personne n'est pas son esprit. Donc, c'est un composé non associé, c'est-à-dire que c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. C'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Et ça, c'est la définition d'un composé non associé. Ouais. C'est-à-dire que la personne n'est pas son corps. Et la personne n'est pas son esprit. Parce que justement, on dit mon corps. C'est-à-dire qu'il y a le possesseur. On s'identifie. Exactement, on s'identifie. Alors, la personne et le corps sont une même entité, comme on disait. Ça veut dire que Nathalie est assise parce que le corps de Nathalie est assis, tout simplement. Ouais. On va dire Samten est jovial parce que son esprit est jovial. Ouais. Donc, on peut dire ça. Parce que la personne et ses agrégats sont une même entité, comme on a dit tout à l'heure. Mais le fait d'être une même entité ne veut pas dire être une seule et même chose. Ouais. Ouais. Super. Donc, la personne est un existant imputé. Et comme c'est un existant imputé, ça ne peut pas être un existant substantiel. Donc, la personne est vide de soi, autosuffisant et substantiel. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est vraiment très important. Dans notre religion, c'est la personne qui a combien de schismes. Oui. Le Dieu en trois personnes, des chrétiens, avec l'Esprit Saint, c'est un peu qui pensait pour les catholiques romains du Père et du Fils. Oui. Alors que pour les catholiques orthodoxes, l'Esprit, c'est du Père, pas du Fils. Oui, exactement. Le Fils de Dieu. Exactement. Ça engendre en effet des difficultés. Et dans ces écoles-là, c'est pareil. Certains vont accepter que la personne serait le composite des agrégats. Par exemple, les Vaibhashikas, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire que la personne, c'est comme un dessin sur une pierre.
Donc, si la pierre est cassée, la personne n'existe plus. Ouais, c'est ça qu'ils vont dire. Les Sutrantika vont dire que c'est la continuité des agrégats ou de la conscience mentale, etc. Les Chittamatras, certains Chittamatras vont dire que c'est la Laya Vijnana. Il n'y a que les Prasangika qui vont dire que la personne ne peut pas être trouvée dans ces agrégats. Le danger, c'est pas justement de tomber dans l'éternalisme en se disant que puisque la personne est un existant substantiel, Est un existant imputé. oui, imputé. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, il n'existe que parce qu'on l'identifie comme tel et qu'on s'identifie finalement à nos sens. Oui. On va dire que la personne est un existant imputé. Pourquoi? Parce que pour appréhender la personne, il faut appréhender autre chose que la personne, le corps de la personne. Et le corps de la personne n'est pas la personne. Ouais, c'est ça qu'on va dire. Si on comprend ça, ça nous aidera ensuite pour passer au prasangika. Parce que pour le prasangika, tout ce qui existe au travers d'une simple imputation. Donc si on arrive à comprendre déjà que la personne est un phénomène imputé, après il y a juste un pas supplémentaire à se dire, ok, la personne est simplement imputée. Donc c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Ouais, parce que là, j'ai peur que ça fasse trop d'informations aujourd'hui. C'est dense. Ouais, c'est très dense. Répète un peu la dernière phrase. Donc une fois qu'on a compris que la personne était dénuée d'existence autosuffisante et substantielle, donc c'est nécessairement un phénomène imputé, ouais, parce que les deux sont les deux oppositions. Et donc si on a compris que la personne est un phénomène imputé, ensuite on va passer au prasangika, on va comprendre que la personne est un phénomène simplement imputé. Oui, Et- mais c'est la personne, non, attends, voilà, c'est le corps qui permet d'identifier la personne. Exactement, Ok. tout à fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut percevoir le corps d'une personne ou la voix d'une personne pour dire, bah tiens, Pour les fantômes, alors on va percevoir une forme. Alors que les personnes qui sont clairvoyantes voient nécessairement, parce que n'importe quelle conscience, du point de vue des prasangika et des tantras supérieurs, est nécessairement associée à une forme subtile, le souffle subtil, etc. Donc ces personnes clairvoyantes pourront voir soit la conscience, tout simplement, soit la forme associée à cette conscience. Ça dépend du niveau de clairvoyance de cette personne. Ok, bravo, bravo, franchement bravo, parce que c'est assez dense. Oui, Dominique, tu voulais voir autre chose? Non, Ça va? ça va. Ok, donc là, on est en train de voir le problème, comme on l'a dit. Il faut voir d'abord le problème, l'objet de négation. Et ensuite, il faut retirer le problème, retirer l'objet de négation grâce au raisonnement approprié. Donc, on verra les raisonnements, on verra l'existence inhérente aussi la prochaine fois, et comment est-ce qu'on exclut cette saisie innée d'existence inhérente grâce à ces différents raisonnements. Ok? Bravo, bravo, magnifique. Merci. Merci à vous. Ah, ouais.